Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarrot. Portrait, sport, musique, info. Et c'est là qu'il faut que je me concentre. Et salut Radio Biarritz, c'est Laurence pour une nouvelle conversation. Je suis ravie d'accueillir au micro Audrey Barbarossa. Bonjour Audrey. Bonjour Laurence, bonjour tout le monde. Ah là là. Et salut Patrick au micro derrière. Salut tout le monde. On va vibrer ce matin. Exactement, ça va vibrer. Pourquoi ? On va vous dire ça tout de suite. Audrey, veux-tu nous dire ce que tu fais ? Tu nous dis ce que tu fais. Parce qu'on est bien d'accord, il n'y a pas vraiment de terme. Non. Pour résumer. Alors, tu vas tout simplement nous dire ce que tu fais et avec quoi tu travailles. Très bien. Alors, je travaille sur une base de sonothérapie, donc avec les sons et avec les vibrations. Je fais ce qu'on appelle des soins vibratoires pour rééquilibrer les énergies du corps et libérer les mémoires cellulaires. Pas plus, pas moins quand même, hein. Voilà. En fait, la mécanique de la vibration des instruments vibratoires tels que les bols tibétains, le gong, le tambour, les bols de cristal aussi, vont venir faire rentrer en vibration toute l'eau du corps jusqu'à la moelle épinière. Et cette vibration mécanique va venir taper sur les nœuds énergétiques, émotionnels, qui empêchent la circulation énergétique dans le corps. Ok. Ah ouais, très intéressant. Voilà. Oui, c'est vrai que je n'avais même pas posé la question avant de faire moi le soin, en fait, parce que je suis curieuse de faire un soin, mais merci de nous expliquer ça. Donc, la vibration a cet impact comme ça jusqu'à la moelle épinière. Voilà, qui vient décristalliser les nœuds. Parce que donc, elle va passer par tout ce qui nous sépare de la moelle épinière. Donc, il y a quand même beaucoup de couches. Et puis, il y a beaucoup d'eau dans le corps. Et donc, il y a beaucoup d'eau. Et comme c'est l'eau qui est conductrice de cette vibration, on s'en sert en fait mécaniquement pour venir déconstruire, défaire les blocages énergétiques qui sont positionnés au fil de notre vie, en fait, par les chocs, par les traumas, par les émotions qui sont non exprimées, le verbe aussi, les communications qu'on n'ose pas faire. Oui. Tout ça, ça reste coincé dans le corps, en fait. Et pas que dans la gorge, donc. Voilà, partout. C'est ça. Et ces nœuds-là, la vibration permet de venir les défaire, comme un massage, en fait, interne. Voilà. Et en parallèle de ce process mécanique, la vibration a aussi des fréquences, des sons, des notes de musique que le corps va utiliser, parce qu'il a sa propre intelligence, pour remettre en harmonie, en fait, les organes, les tissus, tout ce qui est censé vibrer à la même fréquence que celle que je joue. Et oui. Voilà. Et chaque individu est différent. Oui. On a tous un ADN qui nous est propre, donc ton foie ne va pas vibrer à la même fréquence que le mien. Et pareil pour n'importe quelle cellule du corps, en fait. Donc l'objectif du soin en sonothérapie est d'apporter un maximum de fréquences différentes pour que le corps les utilise pour se réharmoniser naturellement. Ouais. Voilà. Wow. Et en parallèle de ça, moi, j'utilise ma médiumnité et mon magnétisme pour influencer aussi la mécanique de la sonothérapie. En orientant les sons, les bols sur les zones où l'énergie ne circule pas et en interrogeant le corps, j'ai les informations de pourquoi ça ne circule pas, en fait. Parce qu'au-delà de libérer le nœud, si on ne vient pas chercher la source de pourquoi le corps exprime cette problématique... Parfois, c'est vrai, dans certains cas, on aime bien savoir. Puis il y a des fois, peut-être que ce n'est pas forcément nécessaire. Mais en tout cas, toi, tu as les infos. Voilà. Alors après, à la fin du soin, je vais donner les informations importantes pour conscientiser le travail qui a été fait, mais je ne vais pas forcément relater toutes les mémoires qui ont été libérées, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être remises en conscience, en fait. Bien sûr. Ok, waouh, c'est... Et alors, je dis waouh parce que pour l'avoir vécu, du coup, j'ai un peu le backstage, en fait, de ce que j'ai vécu. Donc, pas plus, pas moins, effectivement. Donc, pour toi, donc, le corps, effectivement, est composé de beaucoup d'eau. Maximal. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, je crois même, parfois, on entend dire qu'on est à 70, 80. On pourrait presque dire 99%, n'est-ce pas ? Oui, 90. Oui, c'est ça. Parce que finalement, il y a on a découvert que même toutes les moindres cellules contient de l'eau. Voilà, c'est ça. Ok, donc,
Ça, c'est la sonothérapie en base. Et puis, tu as évoqué le fait que tu as les canaux de perception, tes canaux qui se sont ouverts. Oui. Et ça te permet d'avoir accès à, plus que le soin de sonothérapie, d'avoir des informations. Voilà, en fait, le bol tibétain, l'instrument vibratoire, quand l'énergie ne circule pas dans le corps, vu que la vibration ne peut pas circuler, le son de l'instrument l'indique, en fait, il change et c'est clair et net pour n'importe qui. D'accord, Donc, c'est comme ça que tu vas avoir, toi, en fait, un signal d'alerte, en tout cas, une information. Oui. Certains vont dire, bon, bah, là, c'est l'énergie, je la sens et tout ça. J'ai les deux. Tu as les deux. Et donc, effectivement, en passant par le bol, le son va changer. Voilà, et donc je sais qu'à tel endroit, il y a quelque chose qui bloque, et donc je peux orienter les vibrations de mes instruments sur la zone qui est concernée. D'accord. Et c'est là où moi, je viens mettre ma main et j'utilise mon magnétisme et ma médiumnité pour comprendre pourquoi. C'est ça. En fait. C'est et ça. À partir du moment où j'ai l'information de qu'est-ce qui est bloqué, quelle expérience est restée figée, je viens déconstruire ça, en fait. Alors, soit en dialoguant avec l'âme pour poser des pardons. Oui. Voilà, des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui n'ont pas été libérées. Oui. Soit des émotions qui ont été figées, qui ont été gardées en donnant l'autorisation qu'elles s'en aillent, en fait, qu'elles peuvent être exprimées. Et donc, souvent, les personnes, dans ces cas-là, vont avoir des rires spontanés, vont avoir des larmes, sans savoir pourquoi. Sans savoir pourquoi. Voilà. Oui. Et ça n'a pas d'importance, en fait. Non. C'est juste l'émotion qui a été bloquée qui se relâche. Qui, du coup, là, est libérée. Complètement. Et je peux aussi avoir accès à des mémoires, en fait, transgénérationnelles, karmiques, qui font que cette vibration s'est implantée parce que l'histoire n'a pas été résolue et qui crée, en fait, comme on est des êtres magnétiques, on attire ce qu'on vibre, ce qu'on est, qui crée des schémas qui se répètent, en fait. Et souvent, on se demande, mais ma grand-mère l'a vécu, ma mère l'a vécu. Voilà. Et pourquoi encore? Mais c'est parce qu'il y a un truc qui n'a pas été compris. Bien sûr. Et ce que la médecine caractérisait comme un truc génétique, en fait, finalement, là, ça peut devenir vibratoire. Complètement, mais tout est vibration. Mais tout est vibration. Tout est vibration. Et toutes les mémoires, elles sont, comme par magie, stockées dans l'eau du corps. Les fameuses mémoires enregistrées dans l'eau, il y a un ingénieur ou un japonais qui avait fait la démonstration de cette mémoire de l'eau. Hashimoto, je crois. Oui, avec ses cristaux. C'est-à-dire qu'il mettait un mot et ça donnait une forme de flocon, et puis un autre mot qui en donnait un autre, et puis effectivement il se rendait compte que quand le mot était positif, la vibration était positive, ça donnait telle forme, et puis le mot négatif, autre forme. Bon. Et d'où la construction de l'être, si depuis notre enfance, on nous dit qu'on est nul, on nous dit que des mots négatifs, l'eau de notre corps va prendre cette forme-là et va se détériorer. Voilà. Alors que si on nous valorise, sûr. L'eau de notre corps va rayonner. Bien sûr. En fait. Bien sûr. Et donc, dans cette vibration, concrètement, moi, je vais être sur la fréquence, et je l'ai découvert, j'étais sur une fréquence de manque d'estime de moi. Forcément, je vibre ce manque d'estime de moi. Avec un soin, on peut venir nettoyer, comprendre peut-être d'où ça vient. Complètement, résoudre. Et puis reprogrammer une vibration et changer de fréquence. En fait, c'est même pas la reprogrammer, c'est ramener la fréquence originelle. Merci, très bien, c'est ça, c'est revenir à la fréquence originelle. Complètement, c'est enlever quelque chose qui a été déposé par l'extérieur et qui a été engrammé dans l'inconscient, dans le subconscient, qui a été intégré comme étant un fait de la réalité. Une identification. Et en fait, en venant supprimer cette fréquence qui n'a pas à être là, en fait, qui ne fait pas partie de l'être. Elle est parasite, c'est comme un parasite, en fait. En lui permettant de s'en aller, la conscience et le subconscient intègrent que ça ne faisait pas partie de l'être. C'est ça. Et de cette fameuse vibration originelle avec laquelle on est, en fait. Et on est, enfin, de naître, et puis on vibre, du coup, en fait, dans notre état d'être. Tout à fait. Et c'est ça qui permet d'aller chercher et d'explorer et d'exprimer nos potentiels, en fait. Parce que nos fréquences de notre naissance, qui ont été déterminées par notre choix d'incarnation et les positions des astres au moment de l'incarnation, font qu'on a des potentiels et qu'on est tous uniques.
C'est ça. Et tous ces potentiels sont complémentaires. Et c'est ça qui est intéressant, de ramener cette complémentarité de l'être les uns avec les autres. Oui. Et de sortir de ce schéma qu'on cherche à nous faire rentrer dans des moules, là. Les fameux où moules à on veut cake. qu'on soit tous les mêmes. C'est ça. Voilà. Et on ne peut pas trouver le bonheur, l'épanouissement en étant tous pareils. C'est pas possible. Il y a forcément des jalousies, des choses qui vont se poser parce qu'on n'est pas fait pour être tous les mêmes. On est fait pour être unique. C'est ça. Et plutôt effectivement que de générer, oui, c'est ça, la jalousie par la différence, générons plutôt finalement la vibration positive et l'enchantement que c'est être différent, finalement. Et accepter qu'être différent, c'est la norme. Et c'est une norme, absolument. C'est ça. C'est tous pareil qui n'est pas normal. C'est ça. Cette fameuse norme dans laquelle on essaye de nous mettre depuis la scolarité quasiment, enfin en tout cas depuis. Oui, après, tout dépend des schémas familiaux, de la position sociale où on est. Voilà, il y a plein de facteurs. Bien sûr. Mais on a le droit d'en sortir. C'est ça. C'est complètement ça. J'adore. Alors, comment en es-tu arrivé à faire ce que tu fais là aujourd'hui ? Donc là, voilà, oui. Parce que c'est très joli. C'est une jolie partition de vie. Qui n'a pas été décidée, on va dire. Ça s'est fait naturellement, en fait. J'ai rien calculé au départ. Ok. En tout cas, consciemment. Oui. Il s'est passé des choses. Il y a eu des choix quand même qui ont été faits consciemment. Complètement. Mais des choix plaisir, en fait. J'ai toujours suivi cette ligne directrice parce que j'ai eu la chance d'avoir une enfance heureuse et sans problématique, en fait, où j'ai été valorisée par mes parents, où j'ai été choyée, aimée, voulue, désirée. Donc, j'avais ce socle sur lequel me déployer et où on ne m'a pas imposé de ligne directrice, en fait, où j'avais le choix complet de qu'est-ce que je voulais être et quel type d'études je voulais faire et où je voulais aller. Et voilà. Ouais. Donc, du coup, j'ai vraiment gardé cette ligne directrice de je choisis la voie du cœur. C'est fort. Enfin, en tout cas, j'imagine que tu peux mettre ces mots-là aujourd'hui. Quand tu as 5, 6, 7, 8 ans, c'est peut-être pas comme ça que tu... Mais un enfant qui grandit sans qu'on lui mette de limites, en fait, finalement, il se choisit. Ouais. Donc, il ne va pas se dire « je fais ça parce que le copain le fait ». Non. Si on lui a appris à ressentir et à faire ses propres choix, en fait, parce qu'il vibre à l'intérieur, c'est de quoi tu as envie. Bien sûr. En fait. Et d'avoir cet espace-là, quelle chance, quel bonheur. Oui, c'est ça, tu en es complètement conscient. Parfaitement. Toi qui répares des gens qui n'ont pas eu ce socle. Complètement. Après, il n'y a pas de jugement là-dedans. Non, aucun. Et l'histoire familiale n'a pas été forcément toute rose. Mais c'est vrai que mes parents ont eu cette capacité de transcender ça, et mes grands-parents aussi, et de transmettre cette valeur amour, en fait. Waouh! Pas plus, pas moins quand même, parce qu'on est bien d'accord que la fréquence amour... c'est quand même un peu une des fréquences universelles absolues nécessaires à se construire et à vivre ensemble. Et à vivre ensemble, absolument, parce que c'est dans l'amour et non pas dans le jugement que l'on peut accepter les différences, en fait. Complètement. Mais quand on grandit avec des parents qui se connaissent depuis l'adolescence, depuis l'âge de 16-17 ans, et qui ne se sont jamais quittés, on a cette valeur et cette représentation d'un amour qui est indestructible, en fait. Magnifique. Et malgré, mon père était dans la marine, malgré les absences, malgré tout ça, il y a toujours ce socle qui est solide et sur lequel on peut tous se tenir. Waouh. En fait. Très bien. Tu as des frères et sœurs ? Oui, j'ai un petit frère et une petite sœur, Oh, super. Donc, tu es quand même l'aîné ? Oui. Ok. Idem. Très bien. Je découvre les liens invisibles avec Audrey, quand même. C'est ça qui est canon. Il y en a quelques-uns. Donc, nous sommes toutes les deux aînées. Ok. Et donc, tu es née à La Rochelle ? Non, je suis née à Pleumeur. D'accord, c'est en Bretagne. Ah ouais, tu es bretonne. À côté de Lorient, À côté de Lorient. Voilà, okay. Mon père était dans la marine. Voilà, c'est ça, ça explique. Voilà, j'ai pas mal bougé. J'ai grandi dans le sud-est, du côté de Toulon. Et mon père a été là aussi à La Rochelle en 2000. Voilà, D'accord.
Ouais. D'accord, ok. Alors, tu me racontais la découverte du piano. Oui. Alors, c'est une grande histoire, une grande histoire. Parce que ce qui est assez chouette, c'est qu'il y a le piano très vite, la sonothérapie en tant que métier, mais entre-temps, il y a eu plein d'autres choses. Oui. Et donc, en fait, j'ai toujours été attirée par la musique, baignée dans la musique, parce qu'elle exprime des émotions et parce que je ressens les fréquences. Et un week-end, je suis invitée chez ma meilleure amie à dormir comme tous les enfants. Ça arrive, voilà, on se fait des petites... Voilà, et il se trouve que le samedi matin, elle avait son cours de piano. Voilà. Et donc, elle me propose, est-ce que tu veux rester avec mes frères et sœurs ou est-ce que tu veux venir à mon cours de piano assister en spectatrice. Et donc, je choisis spontanément d'aller assister au cours de piano. Oui. Et révélation, je veux jouer du piano. Bon, voilà, donc là, ça a été coup de cœur. Voilà, coup de cœur, fabuleux. Je me dis, mais c'est incroyable de pouvoir jouer de la musique. Il y a, à l'époque, pas de musiciens autour de moi dans ma famille. Hein. C'est ça. Ouais. Donc, ça sort de nulle part pour mes parents, mais ils me suivent, ils m'inscrivent au cours de piano. Alors, je pense au début en se disant que ça allait pas forcément durer, que ça allait être une lubie d'enfant. Passade, voilà, juste un petit... voilà. Sauf que non, c'est un truc qui m'a vraiment, vraiment plu. Et même si je suis jamais devenue une virtuose de piano, c'est parce que je recherchais, c'était vraiment l'expression de qui je suis, de mon être. Et... ce qui s'est passé, c'est que le piano, en fait, est devenu mon compagnon. Et comme c'était un piano électrique que j'ai eu, que mes parents m'ont offert, j'avais la possibilité de mettre un casque. Oui. Et donc, au début, je ne jouais qu'avec le casque par perfectionnisme, parce que je voulais qu'on entende le truc une fois qu'il était abouti. Oui, d'accord, effectivement. Je voulais pas qu'on entende au-delà du exercices. fait que c'est sûr que ça fait du bruit et que dans un environnement d'habitation, bon, voilà. C'était pas trop ce qui dérangeait le plus. Incroyable, non. Super. Donc voilà, et puis très rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était libérateur. Et que j'exprimais mes émotions dans le jeu, dans la musique, dans le son. Donc ça, très vite, en fait. Ouais, très, très vite. Ouais. Et en fait, je me suis dit, mais comme moi, je ressens avec mon hypersensibilité les fréquences des autres, si je fais écouter ça, mes émotions, parce que bon, quand on est adolescent, c'est des émotions qu'on a besoin de libérer, c'est pas des émotions qu'on a envie que les autres écoutent. Et on n'a surtout pas envie d'en parler. Donc, c'était vraiment... une démarche personnelle de je le fais pas écouter aux autres pour pas leur transmettre en fait les émotions dont je me libère. Donc toi, tu t'es quand même très rapidement rendu compte que quand les enfants, enfin les parents demandent aux enfants de faire un instrument de musique, c'est en général pour leur épanouissement, bon, ok, ça fait bien, on fait un sport et un instrument de musique, enfin c'est assez classique. Bon, voilà, c'est moi qui l'ai demandé. C'est toi qui le demande et en plus de ça, tu te rends quand même compte que finalement, ça devient un espace de libération et de soins en fait pour toi. Ouais, c'est comme un meilleur copain en fait à qui on peut tout dire, tout raconter et il le répétera pas. Oh là là, trop bien. Donc voilà comment je me suis construit finalement jusqu'au bac et comme la musique a toujours été quelque chose, un langage pour moi. Quelque chose qui était vraiment intéressant à comprendre, comment les compositeurs, comment les chanteurs, comment on peut transmettre des émotions. Qu'est-ce qui fait qu'en écrivant de la musique, il y a quelque chose qui se passe Bien sûr. Alors, est-ce que tu en composais, tu en écrivais ? Pas vraiment. Pas vraiment. Non, pas vraiment. J'étais plus dans la partie, on va dire, mathématique, parce que c'est très mathématique, finalement, le fonctionnement. Ah, c'est peut-être pour ça que j'ai pas fait de musique. Il me manque l'intelligence mathématique. Mais c'est vraiment une logique qui est mathématique. D'accord. Et donc, j'étais plus dans la partie historique à comprendre les courants musicaux. Donc, tu t'es effectivement, tu t'es intéressée aux courants voilà. musicaux. Ouais. Et la construction même des accords, de pourquoi c'est dissonant, pourquoi c'est joli, pourquoi c'est harmonieux, pourquoi on ressent de la tristesse, pourquoi on ressent de la joie. Et qu'est-ce qui, finalement, mécaniquement, permet de créer ça, puisque les compositeurs, ils utilisent une technique musicale. Voilà, il y a une logique derrière et en fonction de ce qu'on a envie de transmettre, il y a une technique qui permet de le faire. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est ça qui m'a intéressée et très rapidement, parce que forcément les cours de musique du collège ne vont pas vraiment
là-dedans, en tout cas comme moi je le souhaitais, j'ai été orientée par une super conseillère d'orientation au collège qui m'a conseillé de faire un bac musique parce que j'avais 20 de moyenne en musique. Et elle m'a dit, prends une option musique au lycée et tu vas voir, tu vas te régaler. Alors c'est vrai que j'ai pris des cours de musique, mais j'ai pas vraiment fait le conservatoire. Donc au conservatoire, on nous transmet ça, l'écriture de la musique, etc. Oui. Moi, j'étais dans une école de musique standard où on apprenait à lire la musique, à comprendre, mais c'était moins poussé. Oui. Et finalement, au lycée, j'avais 8 heures de musique par semaine. C'était Byzance. Fabuleux. C'était le cours que j'attendais tous les jours. Ouais, c'est ça. Et je me régalais. Et puis voilà, donc j'ai vraiment fait le cursus plaisir autour de la musique. Formidable. Finalement. Formidable. Voilà. Magnifique. Et alors, donc, musique, quels sont les compositeurs qui t'ont inspiré voilà, quels sont... Beethoven. Ouais. Après, j'ai pas vraiment... Tu as eu la curiosité pour tous les courants? Oui, pour tous les courants, ouais. Oui. En fait, c'était pas forcément un compositeur qui m'appelait, c'était la diversité de ce qu'on pouvait exprimer. Et que ce soit la musique baroque, la musique classique, la musique contemporaine, de comprendre justement comment ils ont utilisé la musique pour exprimer des choses différentes. Ouais. Et c'est les mêmes techniques, mais qui sont utilisées différemment. C'est ça, bien sûr. Voilà, Bien moi sûr. j'avais vraiment cette approche technique. Qui me parlait. Technique et quand même vibration, émotion. Voilà, complètement. C'est comment, de quelque chose de mathématique et d'une partition, on arrive à de l'émotion. Dingue. Oui, c'est ça. Voilà. Incroyable. La psychologie de la musique, et finalement, c'est que la musique est universelle, et c'est un langage qu'on parle tous avec les mêmes partitions. Mais voilà, c'est ça. Et tu me disais aussi en préparation que tu t'étais intéressée aux langues aussi. Donc, tu as effectivement un bac littéraire avec la musique en plus. Et c'est vrai que je trouve ça merveilleux d'avoir mélangé les deux. Enfin, en tout cas, voilà, la musique est une langue universelle. Complètement. Tout le monde peut la comprendre, en fait, la vivre. Oui, il n'y a pas besoin d'avoir fait d'études pour la ressentir et la comprendre. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. Et aujourd'hui, presque même pas forcément besoin de faire d'études pour en faire avec certains instruments de musique. Complètement. Avec un koshi, tu fais donc ce bel instrument-là. Tu crées... Avec tout instrument pentatonique, finalement, on n'a pas d'erreur possible, il n'y a pas de fausse note possible. Mais après, même les fausses notes, c'est pas un problème, en fait. Et elles ne sont pas là par hasard, finalement. Voilà. Et il y a un grand compositeur que j'adore, Marc Vella, qui a fait justement une thérapie de la fausse note et qui explique que la vie est faite de fausses notes et c'est ça qui crée l'harmonie et le plaisir et le bonheur. Si tout est parfait, on s'ennuie. Oui, c'est ça. En fait, on s'ennuie. Et une musique parfaite sans variation, on s'ennuie. Oui, c'est ça. C'est comme les harmonies de couleurs aussi, d'ailleurs. Quand il y a trop d'harmonie, on s'ennuie. Quand tout est monochrome, complètement. On peut aussi... il peut y avoir quelque chose qui se passe, mais on peut aussi s'ennuyer, finalement. Ok, très intéressant. Donc, ce bac L, musique en poche. Eh bien, je voulais être institutrice. Donc, j'avais juste à passer une licence. C'est ça. De mon choix. Voilà. Et du coup, je me dis, je me fais plaisir. Quelle licence je peux faire? Et alors, institutrice, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas eu envie, par exemple, de devenir professeure de piano ou en tout cas compositrice? Alors, j'avais bien conscience que je n'étais pas une experte en piano. Bon, d'accord. Donc, c'était pas là que j'allais... voilà, non, j'ai pas une dextérité, j'ai le plaisir... Oui, d'accord. Mais j'ai pas cherché la virtuosité. Oui, c'est ça. Finalement, c'est quelque chose qui m'a très vite déplu dans tous les sports qu'on peut nous faire enfants. Ah, l'état d'esprit peut-être. Où c'est la compétition, voilà, où dès que tu fais un sport, on t'emmène à faire des compètes, à avoir des médailles, à avoir des machins. Oui, donc les concours. C'est pas du tout mon état d'esprit en fait. Bien sûr. Non, moi je suis plutôt, voilà, quand on joue à un jeu, le jeu il est bloqué. Si je dois relancer le jeu et que mon tour ne serve pas à me faire gagner, c'est pas grave, je vais relancer le jeu. Oui, c'est ça. Je vais pas laisser le truc s'enfermer en fait. Ouais. Donc non, moi la compétition c'est pas du tout mon truc. Ouais. Donc j'ai joué du piano parce que j'avais envie
de jouer du piano, pas pour atteindre des performances. Et tu as d'ailleurs, dans ce parcours-là, tu as essayé d'autres instruments ou... J'avais commencé par la flûte à bec, comme tout le monde, c'est vrai. à l'école primaire. Ouais. Et c'est vrai qu'avec la flûte à bec, je m'amusais beaucoup. Comme j'avais jamais pris de cours de piano et de solfège, avec la flûte à bec à l'oreille, je refaisais les musiques que j'aimais bien. Et je m'amusais à ça dans la cour de récré. Excellent. Bon, mais donc c'est effectivement parti pour des cours de piano et en faisant tes études, c'était institutrice. Et tu sais pourquoi tu avais envie d'être institutrice ? Depuis l'école primaire, je voulais être institutrice. Ah oui. Ouais, je voulais transmettre en fait. Okay. J'ai cette faculté d'avoir une pédagogie facile, fluide et de comprendre facilement. Et mon cerveau fonctionne pas comme tout le monde, donc je réexplique les choses à ma manière. Et ça passe très vite, très fluide. En fait. Et j'ai donné beaucoup de cours de soutien scolaire très rapidement à des enfants en difficulté qui fonctionnaient pas comme les autres et qui comprenaient pas notamment les mathématiques. Tiens donc, j'aurais aimé t'avoir en soutien scolaire en maths. Et pour autant, j'ai fait littéraire. Oui, mais comme quoi, écoute. Mais ça avait été aussi énorme quand on avait fait la réunion parents-prof de seconde pour choisir le bac qu'on va faire. Quand j'ai dit à mon prof de français que j'allais faire maths, que j'allais faire littéraire, il n'a pas compris. Quand j'ai dit à mon prof de maths que j'allais faire littéraire, il n'a pas compris. Du coup, ma mère a été là, mais t'es sûre ? Oui, c'est ça, au final. Bon. Je dis, mais oui, je sais ce que je veux faire et pourquoi je veux le faire. C'est pas parce que la littérature, j'avais pas particulièrement de problématiques, c'était plus les dissertations, la méthodologie qui n'était pas forcément mon truc à l'époque. Mais j'avais beaucoup de facilité en maths, mais j'en avais aucune en sciences. Et les années-lumière et les machins, j'étais paumée totale. Donc, j'ai choisi là où je savais que j'allais réussir. Toi, tu préférais la musique pendant les années-lumière. Complètement. Voilà, c'est ça. Non. Voilà, donc j'ai toujours choisi là où je savais que j'allais réussir parce que je me faisais plaisir. Mais formidable. Parce que j'allais pas dans la difficulté. Mais oui. Alors après, je suis allée quand même dans des cursus où c'était pas tout gagné d'avance, où j'ai dû travailler. Mais j'ai choisi le plaisir. Bien sûr. Donc effectivement, très petite, institutrice. Et donc pour être institutrice, il fallait une licence. Voilà. Et il se trouve que quand j'étais en terminale, un ami de ma prof de français vient nous faire un cours sur l'histoire des Aztèques pour nous parler de son métier à la fac de La Rochelle. Et un cours, mais incroyable, fabuleux. C'est un prof extraordinaire. En histoire ou comme en histoire de l'art, ça tient tellement au professeur. Ah, mais c'est incroyable. Moi, j'ai eu des très bonnes notes quand mes profs d'histoire de l'art m'embarquaient. Et tu vois, moi, c'était la Mésopotamie. Mais c'est ça m'a embarqué. C'est impressionnant. Et quand tu as un prof qui vit ce qu'il raconte... Qui vibre complètement, mais complètement, qui est passionné. Sur sa vibration passionnante. Là, c'était clair et net. T'as tout pris. Je fais la licence d'histoire. Génial. Et en plus, l'archéologie, tout ça, ça me passionnait aussi. Donc, je me suis régalée dans ma licence d'histoire. J'ai eu ce fameux professeur qui était extraordinaire pendant 3 années de suite. Ah, canon. Mais c'était vraiment du théâtre, son cours. Il passait du haut des escaliers de l'amphi à la scène. Enfin, c'était... On était sans arrêt. Il est où Oui, c'est ça. Il nous mimait tout ce qu'il nous racontait. Là, tu vivais. Il fait son truc et toi aussi, t'as pris la vibration. Aussi. Et ça, j'ai trouvé ça fabuleux et ça rentrait aussi dans la pédagogie que finalement j'avais en moi et qui me convenait et que je voulais transmettre aussi en tant qu'institutrice. Oui. Bon, la vie a fait que j'ai passé 2 fois le concours de l'IUFM, 2 fois j'étais sur liste d'attente, il n'y avait pas de poste pour moi. Donc, j'ai poursuivi, je ne me suis pas arrêtée là. J'ai dit, puisque je suis en licence, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a comme master qui se propose dans la lignée, dans la suite de ce que j'ai fait. Parce que finalement, avec une licence d'histoire, à part la recherche, il n'y a pas grand-chose. Ou alors... il faut un complément d'autre chose, en fait. Ou alors, il faut être prof d'histoire. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, et ça ne me passionnait pas de devenir prof d'histoire. Collège, le public de collégiens, je savais que je n'avais pas l'étoffe. Donc voilà. Et en regardant ce qui se proposait comme master, j'ai fait une première année de master en mise en valeur du patrimoine, où je me suis régalée.
c'est beau ça aussi. Ouais. Et pour la suite, pour professionnaliser ça, parce que je voulais pas faire de la recherche et écrire des livres, non pas que ça m'intéressait pas, mais j'avais pas envie de m'enfermer dans un bureau. Oui. Du coup, je me suis orientée... Toujours avec le plaisir. Oui. Je me suis orientée sur une deuxième année de master de tourisme, orientée sur le tourisme international, où je me suis régalée. Vraiment. Et où on nous a appris en fait à devenir guide touristique, à créer des maquettes, à créer des concepts. On nous a formés sur tout ce qui était Photoshop et Illustrator et compagnie pour... Ah oui, ça allait jusque-là. Ah wow. oui, c'était vraiment hyper intéressant. Et là, les langues sont revenues. Ah ben là, évidemment. Puisque à la fac, on n'avait plus que de l'anglais minime, mais là, du coup, on avait un peu plus de langues. Donc, je retrouvais mes premiers amours et les voyages. Ouais. Et donc, j'ai eu cette opportunité de choisir un stage de 6 mois où je souhaitais. Et direct, j'ai cherché à partir en Amérique latine. Et j'ai trouvé un stage au Chili. Waouh! Voilà, où je travaillais pour une agence de tourisme pour vendre les circuits et les accompagner. Super. Merveilleux. Merveilleuse expérience. Extra. Ouais. Bon, et alors, tu rentres du Chili? Oui. Je rentre du Chili et puis faut rentrer dans la vie active. Alors c'est vrai que toute cette période de fac, j'avais moins l'opportunité de jouer du piano, moins le besoin aussi. Oui, et au Chili, d'autres instruments, de la rencontre musicale? D'autres musiques aussi, d'autres danses surtout, parce qu'à cette époque-là, en fait, sur toute la période fac, je me suis rendu compte que j'avais un autre besoin à travers la musique et que finalement, la ressentir me suffisait plus. J'avais besoin de la vivre. Oui, et de la danser. Et de la danser, ouais. Voilà, qu'elle traverse, de l'exprimer par le corps, ouais, et de plus simplement la ressentir. Ah, c'est marrant, c'est encore là, ça fait une petite boucle comme ça, et là, ça me fait une petite mémoire qui revient. J'ai tourné un film à La Rochelle, ça s'appelait Les Papas du Dimanche. Et c'est amusant parce que dans ce contexte-là, je me disais, waouh, j'aimerais bien danser ma vie davantage. Ouais, ça, c'est extraordinaire. Et ouais. C'est fabuleux. Et tu vois, je sentais que je la dansais pas vraiment, en fait. Voilà. La chance qu'on a en tant que femme, en tant que danseuse, c'est d'être guidée par l'homme, en fait. Et c'est le plaisir vraiment réel que j'ai trouvé dans la danse, c'est ce que j'aime à dire, c'est que c'est le seul moment dans ma vie où je lâche mon cerveau. Ah ouais, ok. Même au piano, au piano, tu le lâches différemment. Au piano, c'est pas la même chose. Quel que soit l'instrument de musique qu'on joue, on est concentré. Ok, oui. Dans la danse, en fait, on n'est plus obligé de réfléchir puisque c'est l'homme qui nous guide. Et donc, du coup, c'est énergétique et vibratoire. Wow. Le corps répond au corps de l'autre, en fait. Et comme on est en confiance normalement avec son partenaire, on peut même fermer les yeux, on peut oublier tout ce qui se passe autour. Et faire confiance à ce fameux sens qu'on néglige, la proprioception. Parce que du coup, il y a effectivement, en ayant les yeux fermés, tu sais normalement si tu es connecté à ce sens, tu ressens ton partenaire. C'était un couple de patineurs artistiques qui faisait référence à ça. Intéressant. Parce que tu penses bien que patineur artistique, tu as intérêt à savoir gérer et à ressentir ton partenaire. Oui, complètement, l'équilibre, il y a plein de facteurs, oui. Je t'ai lâché, je t'ai pas retenu, je t'ai pas senti. Et la proprioception est un de ces sens qui nous permet d'anticiper un peu finalement la vibration de l'autre. Complètement. Alors évidemment, quand tu es en danse de salon, il y a moins de risque de chute. Oh, il y en a quand même. Hein. Mais voilà, Il y en a quand même. Alors c'est vrai que le partenaire, lui, fait attention à ce qui se passe autour. Donc en principe, il fait en sorte que... tu es en sécurité. Voilà, qu'on est en sécurité par rapport aux autres couples qui sont autour. Ouais. Il fait attention aussi à ce qu'on soit centré, en fait. Ce qu'on reste centré pour les pivots, etc. Pour pas partir dans le décor. Ouais. Et pour que son guidage soit juste. Voilà. Alors moi, j'ai eu la chance de rencontrer mon mari très rapidement et qui avait des années de danse derrière lui. Donc tu as rapidement trouvé le bon guide. Voilà, donc le bon guide était là, la bonne vibration était là et j'ai cette facilité à me laisser guider aussi, où je cherche pas à garder le contrôle. Oui, je pense que, tu vois, pour tout le monde, c'est pas forcément... Non, c'est le plus difficile. L'évidence, voilà, c'est ça. Parce que là,
tu dis j'ai plus de cerveau parce qu'en fait tu sais être effectivement dans ton sens de la proprioception, tu sais dans cette vibration avec l'autre et tout ça, mais c'est pas donné à tout le monde. Non, mais en même temps, j'ai compris en fait dans la danse que pour vivre la musique, il fallait laisser le corps faire et pas le cerveau, pas Bien le sûr. mental. Bien sûr. Et, C'est ce fameux état de conscience modifié. Voilà. C'est-à-dire que tu es dans ton corps. Complètement, tu es dans ta connexion tertielle, tu es dans ton corps, tu es dans ta relation avec le partenaire et la musique, et plus rien d'autre n'existe. Et ben voilà, en fait. c'est ça. Et c'est ça qui permet la magie, en fait, de s'installer. Ouais. Et la communication énergétique et vibratoire de s'installer aussi. C'est ça. Et ça, c'est magnifique. Ah bah, c'est magnifique. Et finalement, nous, qu'est-ce qu'on a à faire? On a juste à intégrer un pas de base. Oui, c'est ça. Il y a quand même la technique. Ouais, mais c'est une technique de base. De base. Moi, j'ai appris le rock'n'roll. Voilà, tu sais compter jusqu'à 6, jusqu'à 8, c'est bon. Ouais. Oui. C'est, voilà, il y a un pas de base et Oui. toi, tu dois gérer juste que tes pieds sur le 1, ils soient à cet endroit-là et point. Génial. Après, c'est le danseur qui fait. Ok. Et toi, tu te laisses faire. Et dans ce lâcher-prise, tu Ouais. peux t'exprimer. Parce que lui, il te donne une indication Oui. et toi, tu réponds. Oui. Donc, tu vas suivre une direction, tu vas suivre une orientation. Oui. Mais si tu n'as pas envie de tourner, tu ne tournes pas. Si tu as envie de rajouter 2 tours, tu rajoutes 2 tours. Et lui, il va s'adapter à ça, en fait. Et c'est là qu'il y a une interaction, une communication qui se met, un jeu Formidable. où, comme tu es en symbiose avec la musique, avec ton partenaire, tu peux venir communiquer avec lui et rebondir dans la discussion. Et finalement, c'est une vraie conversation. Complètement. Aussi. Complètement. Extra. Et c'est ça Décor. que recherche le danseur, en fait. Que la femme, elle s'exprime à travers ce qu'il a envoyé comme information, comme dialogue. Ouais. Formidable. Que ça soit pas mécanique. C'est ça. Bon, alors voilà, la petite anecdote est que la dernière fois qu'on a dansé avec mon mari, on s'était dit « Oh, mais ce serait trop bien de prendre des cours. Je veux prendre des cours. » Fais-le. Ah ouais, non, ça va être C'est magnifique, c'est magique et ça crée vraiment une intimité dans le couple qui est incroyable. Ouais. Ouais. Une compréhension, en fait, qui passe par la vibration, par le corps. Oui. Et finalement, dans la danse, il y a des messages qui se transmettent, des choses qui se règlent, sans qu'on ait besoin de les verbaliser. Alors oui, et puis il n'y a pas que les danses de salon, parce que tout ce qui est danse, finalement, de guérison, enfin danse chamanique, danse, toutes les danses africaines, les danses indiennes, évidemment, ont des vertus au-delà de la gestuelle et de la vibration. On avait compris depuis la nuit des temps que la musique et la danse, de passer par le corps et le son, que c'était guérisseur. Oui. Ça a toujours existé dans toutes les civilisations. Oui, c'est ça. C'est les rythmes de vie d'aujourd'hui qui nous ont un peu éloignés de tout ça. Mais si on n'est pas en connexion avec la vibration, avec ce qui est, dans le concret, dans l'instant présent, et avec soi, avec son corps, on n'est pas là. C'est ça, en fait. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là, en fait. Mais on ne va pas leur dire, ils ne le savent pas, ils ne s'en rendent pas trop compte. C'est le grand problème de cette course dans le temps, en fait, où on est toujours en projection dans le futur, ou en train d'analyser le passé. Et finalement, on est censé être au présent. C'est ça. Bah oui, alors donc un bon petit soin sur la table de massage d'Audrey, le présent, les vibrations, c'est juste waouh, on va pas se mentir. On revient à soi. C'est un retour à soi, guidé par les vibrations, et c'est déposer les armes, les résistances, les blocages, c'est ça. Tous les schémas, tout ce qui nous pollue, en fait, tout ce qui nous empêche d'être soi. C'est ça. Et finalement, le fait que ça soit moi qui fasse le travail et qu'il n'y ait pas le mental qui rentre en jeu, en fait, parce que le fait d'être en immersion dans les sons permet de lâcher prise, d'être en état de relaxation profonde, et même d'aller jusqu'à la transe ou... oui, c'est ça, l'endormissement, la transe. Conscience modifiée, suivant jusqu'où on s'autorise à aller dans l'expérience, permet de lâcher prise et de vraiment bénéficier de tout le magnétisme et de toutes les transmutations, en fait, cellulaires qui se font. Oui, bien sûr. Moi, j'ai remarqué pendant le soin que j'ai reçu
que effectivement, tu m'avais dit après que tu avais beaucoup travaillé sur le bassin, le bas du corps et tout ça. Et en revanche, c'est vrai que moi qui suis très mentale, qui ai beaucoup de mal à décrocher et tout, j'ai pu constater que dès que le son était proche de mes oreilles, waouh, ça m'aidait à... Et quand tu es intervenu avec donc, ce joli instrument, le carillon comme ça, qui effectivement venait faire le bruit autour de mes oreilles, au niveau de ma tête, ça m'a fait... Ouais, c'était très agréable. Le carillon, je m'en sers comme d'un pendule, en fait. Oui, j'ai remarqué ça, mais c'est fascinant, c'est parce génial. Que, voilà, ça me confirme mes ressentis, ça me confirme ce que je suis en train de faire. Et en même temps, ça a une sonorité très enfantine, très... cristalline, hein, cristalline, et sécurisante. Ça ramène vraiment au carillon qu'on met sur les berceaux des enfants. C'est quand même... Et c'est une douceur qui enveloppe, en fait, et qui sécurise beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi... J'avais pas pensé que c'était un son qui ramenait à l'enfance. Ah si, complètement. Tu me le dis, c'est complètement. Ça, hein. Et en même temps, dans tous les soins que je fais, c'est une des premières mémoires cellulaires que je vais sonder, en fait, de la conception à la naissance, de qu'est-ce qui s'est passé pendant la gestation, en fait. Bien sûr. Bien sûr. C'est le point de départ de cette vie. C'est ça, parce que tu l'auras compris, tout est en vibration. Les cellules ont une mémoire. Complètement. Voilà, c'est ça. Donc, oui. Et toutes les émotions de la mère sont transmises. Oui. Ouais. Et je ne sais pas si vous avez certainement déjà vu ce dessin-là, ce schéma, où... il y a la grand-mère, la mère dans le ventre et les cellules de la petite fille qui sont déjà existantes. Ah non, j'ai jamais vu ce schéma-là, mais effectivement, c'est parlant. Voilà, et donc en fait, il y a déjà dans la gestation 3 générations qui se transmettent des informations cellulaires. Eh oui. Au-delà de l'ADN. Voilà. Là, c'est vraiment la mémoire de la grossesse, de tout ce que la grand-mère a vécu dans la grossesse est transmis à la mère et à la fille. Et à la fille. Ou au fils. Mais oui, c'est ça, à l'enfant en tout cas. Ouais. Et oui, donc, c'est vrai que ça fait du bien de se débarrasser de ce qui n'est pas nécessaire, en tout cas ce qui est... de ce qui influence notre vie, pas dans le sens qu'on souhaite qu'elle prenne. Bien sûr. Parce qu'il y a des héritages qui sont positifs, heureusement. Il y en a beaucoup. La preuve, tu en es la preuve. Toi, tu as hérité effectivement de la belle fréquence amour quand même. On a tous des héritages positifs, en fait. Évidemment. Et il n'y a pas vraiment de négatif non plus. Toute expérience vécue a un sens. Oui. Et tout ce qu'on vit, tout ce qu'on traverse... C'est un enseignement. C'est-à-dire ce sont des enseignements qui sont proposés à être acquis. Oui. Et c'est des potentiels aussi qui sont proposés à aller chercher. Parce que si tout est fluide, si tout est facile, nos potentiels, on ne va pas les découvrir, on ne va pas les exploiter, on ne va pas les explorer, en fait. Bien sûr. Toute difficulté nous amène au dépassement de soi, à aller chercher au plus profond de soi. Mais comment je vais me sortir de cette situation ? Et oui. Et on a tous toutes les clés en soi. Ouais, c'est ça qui est quand même une très, très belle nouvelle. Enfin, bon, il n'y a rien que l'on a à traverser qu'on n'est pas capable de traverser. Ça, oui. Ça, j'en suis persuadée. Donc après, c'est vraiment de se centrer et de se dire, ok, c'est quoi le potentiel que je vois pas, que je dois aller chercher ? C'est ça. En fait, c'est quoi la résistance que j'ai ? Pourquoi j'y vais pas ? Bien sûr. Et il y a tout à fait plein de façons d'aller chercher ces résistances. Toi, tu proposes la version vibratoire. Voilà. et avec tout ce que tu as ouvert aussi en canaux de réception et de perception pour accompagner en fait, il y a des paramètres qu'on peut surmonter facilement seul, en fait, parce qu'on en a conscience, parce qu'on connaît notre vécu, parce qu'on voit les schémas qui se répètent et on se dit, ok, maintenant ça c'est terminé, je fais ce qu'il faut pour en sortir. Oui. Voilà. Quand ça sent mauvais sur un trottoir, on change de trottoir, on reste pas là. Oui. Donc voilà, c'est dans les choix qu'on fait, les chemins qu'on choisit, on se positionne en fonction de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas. Si on ne change pas de trottoir, c'est parce qu'il y a un bénéfice secondaire. C'est ça. Quel est l'intérêt que j'ai à rester sur ce trottoir ? Voilà. Alors après, la question, c'est est-ce que ce bénéfice secondaire, il est à moi ? Ou est-ce que j'en ai hérité ? C'est ça. Est-ce que c'est une mémoire, une croyance, une loyauté ? Voilà. Et en fait, c'est plus facile de se sortir de schémas qu'on sait
créer soi-même, puisqu'on les Pas voit. faux, bien sûr. En tout cas, on a la possibilité de les voir. Si c'est quelque chose qui nous a été transmis, qui date de je ne sais pas quand et qu'on n'a même pas vu chez nos grands-parents ou nos parents, c'est difficile d'en avoir conscience, en fait. C'est là qu'un regard extérieur, que quelqu'un qui a la capacité de percevoir ou qui a des expériences, qui va pouvoir faire des corrélations, des miroirs, va permettre de mettre en lumière, en fait, quelque chose qu'on ne peut pas voir tout seul. C'est ça. Et c'est vrai que je recevrais ici une fasciathérapeute, on va dire, fasciathérapeute, pardon, qui me parlait, j'aime beaucoup cette expression, qui me parlait d'angle mort. Parce qu'on a nos parts d'ombre, accessibles ou moins accessibles, on peut y mettre de la lumière, mais ces fameux angles morts, c'est cette zone justement où c'est bien de se rendre compte qu'on peut avoir besoin d'aide. Et c'est OK d'avoir besoin d'aide en fait. Complètement. Parce que de mon point de vue, du point de vue des fondamentaux que moi je transmets, souvent c'est ego qui vient fiche le bazar et qui dit non, j'ai pas besoin d'aide, je vais m'en sortir tout seul. Il va venir mettre un petit non, en fait, c'est pas à lui de décider. Et on a le droit de se dire j'ai besoin d'aide en fait. Et c'est OK de se faire aider. Complètement, on n'est pas des individus qui sont faits pour être seuls dans leur coin, on est là pour être en communauté. En communauté. Absolument, nous sommes des êtres vivants. Et on est tous complémentaires, donc utilisons cette complémentarité. C'est ça, et ne voyons pas ça comme une différence et comme une... Enfin, c'est une différence, mais c'est une complémentarité. Voilà, c'est ni mieux ni moins bien, ni quoi. Il n'y a pas de dévalorisation et il n'y a pas d'échec. Ouais. Donc c'est ça aussi qui est vraiment important d'intégrer. C'est pas parce qu'on demande de l'aide ou du soutien qu'on est vulnérable ou qu'on est moins bien. Mais bien sûr. Ou qu'on a moins de puissance. C'est juste parce que c'est d'accepter qu'on a ce fameux angle, cette zone d'angle mort finalement. Je n'y ai pas accès. Vous voyez, quand on apprend à conduire, on sait qu'on a un angle mort. On sait qu'il est là. Et on y prête attention à tout ça. Bon, ça nous conduit de façon à ce que justement on ne soit pas piégé par une voiture qui serait dans cet angle mort. En thérapie, l'idée c'est ça, quand on a nos angles morts, c'est OK de demander de l'aide en fait et de se dire là il y a un truc, je sais pas y aller, je sais qu'il y a un truc mais je sais pas quoi et donc je peux effectivement faire appel. Alors ici dans cette émission, je rencontre des personnes qui peuvent aider de façon différente, avec des approches différentes. Parfois, le résultat est le même. Ah oui, bien sûr, il y a plein d'outils qui mènent au même résultat. Voilà, et c'est pas ni mieux ni moins bien, c'est les rencontres, le plaisir, la curiosité et la vibration. Bien sûr, oui. Ce feeling, c'est cette vibration. Complètement, c'est qu'est-ce qui nous appelle. C'est sûr que si quelqu'un déteste la musique, c'est dommage de venir me voir. Ou pas, parce que moi je me dis peut-être de détester, c'est qu'il y a un truc à dire et il y a un truc à régler. C'est sûr. Voilà, c'est un truc à régler, mais bon, c'est quand même se mettre en position inconfortable. C'est pas confortable. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de se dire bon, ok, j'ai mon angle mort, mais l'idée c'est d'être dans sa zone, c'est d'être accompagné pour sortir d'une zone de confort, mais en tout cas que ça reste quand même confortable. Oui. Alors après, je fais aussi sans les sons, parce que j'ai pas forcément besoin des instruments pour résoudre les problématiques. Tous les sons à distance, je les fais sans mes instruments. Et ça m'est arrivé aussi pour une personne qui avait des acouphènes de ne pas jouer des instruments aussi, bien sûr, pas la mettre dans l'inconfort. Ouais. Donc c'est bien parce que ça répond à une question que j'aurais pu poser, savoir si tu pratiques effectivement ces soins à distance. Mais bien sûr, voilà. Donc tu vas nous parler. Alors c'est vrai que ça compte, ça, on fait un petit raccourci, mais tu as eu l'idée de cet espace que tu as appelé Nature et Volupté. Donc ça, pareil, un peu. C'est venu comme ça, autour d'un thé avec une copine. Voilà. C'était vraiment l'idée qui sort de nulle part, que je ne sais même pas d'où elle est sortie. En fait, j'avais accompagné une amie qui faisait son premier salon bien-être à Hendaye à l'époque, en tant que coach. Et c'était en plein mois de février, il pleuvait des cordes, c'était horrible. Et il n'y avait personne. Ah, ça arrive. Il n'y avait personne. La communication était mal passée. Du coup, voilà. Et on a passé 3 jours enfermés là-dedans où finalement, il y avait très peu de public qui venait à notre rencontre. Et ce que j'ai pu observer sur ce salon, en fait, c'est que les gens qui vendent des choses matérielles sur une table, on va les voir. Des gens qui vendent une prestation de service, s'ils ne sont pas médiums, les gens, ils restent à 10 km.
Et on ne sait jamais faux. si je jette un regard et qu'il faudrait dire bonjour, c'est compliqué. Donc voilà, et je me suis dit, mais c'est pas possible. Et dès le lendemain, je vais voir mon ami et puis je lui dis, écoute, j'ai réfléchi cette nuit, c'est pas ça qu'il te faut pour te faire connaître et pour développer ta clientèle. Là, il n'y a rien qui se passe, quoi. Tu payes un stand cher. Oui, un certain. Voilà, et les retombées, elles sont minimes. Je lui dis, il faut un truc vivant où les gens ils viennent et où tu peux leur montrer ce que tu peux leur apporter, en fait. Et de faire voilà, une présentation, une initiation, quelque chose, une prestation où tu n'es pas là. Attends, le chaland qui n'est pas là, de toute façon. Il faut qu'on C'est même pas que... il faut qu'on te pose des questions, en fait. C'est ça. Donc, du coup, je dis, mais trouve un lieu, genre un salon de thé, où tu peux faire des conférences, où tu peux faire un atelier, quelque chose pour montrer tes capacités. Et elle me regarde, elle me dit, mais t'as qu'à le faire. T'as qu'à Sympa, créer la copine. ce lieu. Ah, j'adore. Et bien, si tu le faisais. J'étais au chômage à l'époque, depuis très peu de temps, et je me suis dit, mais moi, j'ai jamais géré d'entreprise. Ça fait 2 entreprises où je suis salariée qui font faillite. Ça refroidit un peu l'entrepreneuriat. Voilà, c'est ça. Je me dis, bon, ok. Et puis, ça continue de fuser dans ma tête, plein d'idées, plein de trucs qui se mettent en place. Ouais. Et j'explore la chose. Je me dis, après tout, j'ai rien à perdre, je suis au chômage. Donc, je fais mes petites recherches, voir si ce genre de lieu existait déjà. À l'époque, pas vraiment. Parce que moi, je voulais un lieu salon de thé boutique dans lequel on peut louer des salles. Pour les thérapeutes, pour faire des conférences, pour faire des prestations, des soins individuels, des soins collectifs, des formations, des ateliers, voilà, pluridisciplinaires, toujours autour du bien-être et de la thérapie. Mettre en lien les particuliers et les thérapeutes pour justement faciliter la rencontre et le match de c'est telle thérapie qui va m'apporter ce dont j'ai besoin. Voilà, c'est ça. En fait, parce que souvent on est démunis. Ok, j'ai une problématique, mais qui je vais aller voir ? Je fais comment ? Les soins ont un certain coût, c'est pas remboursé. Je veux pas être avec un charlatan. Voilà, c'est ça. Et je sais pas, moi, si c'est l'hypnose, si c'est la sonothérapie, si c'est un coach, je sais pas de qui j'ai besoin. C'est ça, parce que comme je le disais, la finalité est effectivement très proche d'une technique à l'autre, mais on est d'accord qu'on a un feeling, on a avec une technique, en fait. Voilà, on n'est pas toujours réceptif à tout. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est OK. Et il y a des choses en lesquelles on va croire, des choses en lesquelles on ne va pas forcément croire, où on va être dubitatif. Et si on n'y croit pas, si c'est sceptique, ça peu de chances de marcher. Voilà, il y a quand même une implication personnelle dans le soin. Bien sûr. Et donc, du coup, je pars sur cette idée de création d'un lieu comme ça. Et je fais mes petites recherches sur qu'est-ce qu'il faut, apparemment pas de diplôme particulier, etc. Un sirette. Je crée mon concept comme ça sur le papier. Et derrière, je vais voir ma conseillère Pôle emploi et je lui dis, voilà, j'ai besoin de faire une formation en création de salon de thé. Est-ce que vous pouvez le financer ? Oui, j'avais trouvé un truc sur Paris sur une semaine. Et ma conseillère, elle me dit, attendez, pour ce financement-là, il y a une réunion cet après-midi à 14h, il était 11h. Elle me dit, c'est la dernière réunion, il y a une formation gestion d'entreprise plus large qui est prise en charge par la région sur 2 mois et demi, et c'est quand même plus intéressant qu'une semaine à Paris sur la gestion d'un salon de thé. Là, vous allez voir vraiment ça ouvre les portes, ça ouvre plus de portes. Alors bon, j'attrape un sandwich, je vais à la réunion. Ils prenaient 12 dossiers et j'ai été sélectionnée. Voilà, l'IEFM n'a pas voulu de toi. En tout cas, tu étais sur liste d'attente, pas là. Parce que c'était meant to be, comme j'ai dit. Mais ça a été d'une fluidité. Incroyable. J'ai tout pris vraiment dans la curiosité de voir si le concept et le business plan pouvaient tenir la route. Je n'ai mis aucune attente sur la réalisation. Aucune. J'ai juste pris le plaisir de faire mes recherches, de monter le truc. Parce que vraiment... C'était hyper intéressant pour moi de créer ce concept et de comprendre comment ça marche, comment on construit une entreprise. Voilà. Génial. Et au final, je fais cette formation de 2 mois et demi où on met en confrontation, on avait tous des projets différents et on se mettait en confrontation les uns les autres. Et on nous a apporté toutes les connaissances juridiques, etc. pour ficeler le business plan.
Et bon, j'avais mon truc, mon dossier, tout était prêt, tout était parfait. On m'a dit, maintenant, tu peux aller voir la banque. Ah oui, un petit passage à la banque obligé. Et donc, je me dis, écoute, c'est tout, on verra bien. Si la banque, elle suit, tant mieux. Si elle suit pas, je trouverai bien un poste salarié quelque part. Oui. Voilà, j'avais rien à perdre. Ouais. Ma banque personnelle me rit au nez. Ah là là. Alors, je me dis, bon, super, c'est mal parti. Je vais voir une deuxième banque qui me propose un truc ahurissant. Ils me suivent sur le projet, mais ils y croient tellement qu'il faut que je leur donne les factures pour qu'ils me donnent les sous. Ah. Sans facture, j'ai pas de sous. Bizarre. Je dis, ça va être très pratique pour gérer l'entreprise et puis monter le truc. J'ai dit, ça me convient pas du tout. C'est pas comme ça que je veux fonctionner. Et je rencontre une super conseillère à la CCI qui me dit, écoute, on va tester un truc. Elle me dit, moi, je crois en ton projet. Ça n'a aucune valeur juridique d'engagement pour la CCI, mais je réimprime ton dossier sur le papier de l'entête de la CCI. Waouh. Je vais à la troisième banque avec mon dossier à l'entête de la CCI. Tiens, et là, banco, c'est bon, on vous suit, mademoiselle. Ah, comme quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Bon, ça donc voilà. Merci la CCI. Je suis tombée sur une femme en or. Magnifique. Et qui suit le projet depuis 7 ans et demi maintenant. Et donc là, évidemment, on n'est plus à Lorient ou à côté, on n'est plus à Toulon, on n'est plus non plus à La Rochelle, on est déjà au Pays Basque. Voilà. On est à Bayonne. Ouais. Et donc voilà, du coup, je me dis, chouette. Dès la première semaine de formation, je cherche un local. Ouais. Et le premier que je trouve, c'est celui-là. Alors, j'en ai visité, je ne sais pas combien, mais j'avais toujours en tête le premier que j'avais vu. D'accord. Et dans cette formation, on me dit, ah non, tu t'engages pas sur le local avant d'avoir les financements, tu payes pas de loyer tant que tu n'as pas... Voilà, ils m'ont bien conseillé. Je dis, bon, ok, si c'est pas celui-là... Il aura disparu, mais il y en aura un autre. Il y en aura un autre, bon, voilà. Ouais. Et quand je termine la formation et que j'ai les financements, le local est toujours dispo. Bon. Entre-temps, comme il ne le louait pas, il avait mis les toilettes handicapées, donc j'avais déjà ça de moins à faire. Ah ouais, oui, parce que c'est vrai que ça fait partie des choses. Voilà, l'accessibilité. Ouais. Donc du coup, voilà, tout a été d'une fluidité et d'une idée autour d'un thé à l'ouverture. À nature et volupté. Voilà. Il s'est passé moins d'un an. Formidable. Voilà. Bon. Et donc, du coup, ce projet que j'avais mis en place pour des thérapeutes, moi, je pensais ostéopathe, masseur, kiné, des trucs très cartésiens. J'étais pas du tout dans le monde de la médiumnité à cette époque-là. J'avais jamais vu un médium de ma vie. Je lisais l'horoscope, mais ça s'arrêtait là. Dingue. Et finalement, les 3/4 des personnes qui sont venues à moi, c'était des médiums et des énergéticiens. Tiens donc. Comme par hasard. Dont Audrey. Oui. Audrey Watt. Complètement. Qui travaille donc avec nous. Voilà. Complètement. Ça fait le lien. Lien. Qui intervient à Nature et Volupté. Voilà. Et donc voilà, et puis il me répétait sans cesse, mais t'es comme nous, tu sais que t'es comme nous. Arrête de rigoler, j'ai pas reçu ma lettre de Poudlard. Je suis trop vieille. Ah là là. Et finalement, le Covid a fait que j'étais contrainte, comme tout le monde, de me mettre en pause. Ouais, c'est ça, c'est dingue. Juste un peu après ce projet, quand même. Et je venais juste d'ouvrir. Ouais, c'est ça. Je venais juste d'ouvrir, ça se lançait. Ça, ce sont les aléas dont on peut faire des opportunités. Voilà, et je me suis dit, comment je vais m'en sortir ? Bon, l'univers m'a soutenue, j'ai réussi à avoir des aides de l'État. Ma banque a été merveilleuse. Il y a très peu de banques qui l'ont fait, mais j'avais souscrit à une assurance catastrophe naturelle et compagnie. Ouais. Et la banque m'a appelé un matin, j'avais rien demandé. Ils m'ont appelé un matin, ils m'ont dit écoutez, la situation sanitaire actuelle n'est pas dans les clauses, mais à titre exceptionnel, on le fait rentrer dans les clauses. Okay. Waouh. Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait, c'était merveilleux. Enfin, je suis sauvée. C'est ça. Et de fil en aiguille, une thérapeute me dit mais tu sais, parce qu'alors ça, on n'a pas reçu de courrier. Elle me dit tu sais, l'État finance des formations. Tu as une enveloppe de 1 500 € en la période actuelle pour justement aider à relancer l'économie. Je dis ok, merveilleux, mais moi si c'est pour faire une formation en compta, ça m'intéresse pas. Merci. Je m'en sors, ça va. Ouais. Et elle me dit mais non, tu peux faire ce que tu veux. Et elle me dit moi ma formation en sonothérapie
et finançable. Alors là, j'ai dit, attends, depuis le temps que la musique est en pause, parce que la vie active fait que, j'ai dit, la musique revient à moi, c'est OK, j'y vais, je retourne, mais pour mon plaisir. Ah ouais. Ah oui, je me dis, mais vraiment, je fais cette formation ton salon de thé, tu sais que tu vas pour mon plaisir. Voilà, ouais. Je me dis, voilà, moi j'ai un bol tibétain, j'adore en jouer, comme ça je saurai tout ce que je peux faire avec, parce que moi je fais partie de ceux qui lisent les notices. C'est ça. Comment ça marche? J'aime bien savoir tout ce qu'on peut faire avec ce que j'ai. Très bien. Et du coup, je m'inscris à cette formation vraiment pour moi, pour me faire plaisir, puisque je suis en pause, je me fais plaisir. Et ouais. Au bout de 3 minutes, j'ai fait chanter 2 bols et là, traversée, je me dis, ah non, mais là, il y a un truc qui se passe, ma vie bascule, je deviens thérapeute. Incroyable. Et voilà, et ça a été fabuleux. Alors bon, forcément, la formation que j'ai faite m'a pas suffi. J'avais besoin d'en apprendre plus, j'avais besoin de comprendre davantage de choses. Mais déjà, dans cette formation, j'ai fait les liens avec ma formation musicale. Oui. Parce que c'est une chose qu'on ne fait pas forcément dans les formations en sonothérapie, mais tous ces liens d'harmonique, de comment on crée justement l'harmonie avec la quinte, avec des intervalles qui nous permettent de travailler des émotions particulières, en fait. Oui, c'est ça. Tout ce bagage que j'avais acquis et qui m'avait passionné, j'ai pu l'intégrer. Mais c'est ça, tu as fait le directement, pont. J'ai fait le pont et c'était clair et net dans ma tête. Et en fait, dans les formations en sonothérapie, on nous propose des schémas de position de bol autour du corps, parce que finalement, c'est transmis comme un massage. Oui. Voilà, un massage sonore, un massage interne. Oui. Et à travers ça, je me dis, mais il faut aller plus loin que ça, parce que la vibration travaille, mais elle travaille différemment sur tout le monde. Alors bon, certes, il y a des schémas qui vont être utiles par la mécanique parce que c'est cette zone-là que je veux travailler, mais dans le choix des fréquences, dans le choix de la taille du bol, dans le choix de plein de choses, des associations aussi, je me dis, il y a un truc à creuser, il y a quelque chose qui me manque. Je sentais qu'il y avait quelque chose en plus à aller chercher. Voilà. Okay. Et c'est là que j'ai rencontré Fabien Maman. Waouh. Et voilà, en faisant mes recherches sur des sonothérapeutes, j'en ai lu plein, je suis allée chercher des thèses, des choses comme ça. Oui. Et je me suis rendu compte que mon ressenti dans le soin, j'étais pas la seule à l'avoir eu. Ce qui est logique. Et qu'il y a d'autres qui ont exploré, en fait, dont Fabien Maman, qui a été un des pionniers et qui est parti en Suisse parce que les recherches n'ont pas été suivies par la France. Tiens donc. Qui a un centre qui s'appelle Tamado où il transmet et il fait des soins avec la technique qu'il a mis au point, où il marie en fait le son, la lumière, les couleurs et le mouvement par le tai chi. Voilà. Ah, c'est très complet. Ouais. Très, très complet. Un accompagnement très holistique. Ouais. Et en fait, ce monsieur, il a fait des recherches dans les années 80-90, il me semble, à vérifier, sur les cellules, où dans un laboratoire, sur des cellules au microscope, il a envoyé des fréquences une par une pour voir comment réagissaient les cellules. Et en fait, il a pu faire les corrélations, les liens avec le fait que chaque cellule va réagir à un son différemment et qu'en fonction de elle, ce qu'elle vibre, le son va lui être positif ou va venir la guérir ou va venir détruire les cellules qui sont en malades. Voilà. Et donc, c'est merveilleux parce qu'on sait que scientifiquement, avec le son, on peut permettre de détruire uniquement les cellules malades sans toucher aux cellules saines. La question est de trouver la fréquence qui correspond à cette cellule, qui ne sera pas la même pour tout le monde. Oui, c'est ça. Voilà. Donc déjà, j'avais la réponse que je cherchais et que je ressentais. Ce fameux plus à aller chercher. Okay. Wow. Et derrière ça, Fabien Maman, il a exploré la musique du ciel. Kezako, la musique du ciel. Et en fait, il y a des fréquences qui sont étudiées, qui sont émises par les astres, par les étoiles, par les planètes. D'accord. Et ces fréquences-là, quand on est comme un thème astral,
Oui, ça vient te nourrir ton essence, en fait. Voilà, ça nous définit. Ça nous définit. Ça nous définit. Ouais. Et là où, dans le thème astral ou dans la numérologie, on peut interpréter quels sont nos potentiels, en fait, en utilisant la fréquence du positionnement des astres sur ton thème astral, au moment de ta naissance, tu peux revenir à ta vibration tu peux écouter ta vibration originelle. Waouh. Et donc là, il n'y a pas de filtre qui est posé sur il n'y a pas de peur, pas d'ego, pas de croyance, pas tous ces bazars, tous ces voiles-là qui viennent se mettre. Et même, je dirais, il n'y a pas d'interprétation, en fait. Exact. Parce que quand on te fait ta numérologie, ton thème astrologique, il y a forcément une sensibilité, une interprétation de la personne qui le fait, même si elle a toutes ses connaissances, tout le bagage, il y a son intuition, il y a qui elle est qui intervient dedans. Quand on retransmet un thème astral juste en musique, je ne fais que jouer les fréquences qui étaient présentes au moment de ta naissance. De la naissance. Magnifique. Voilà. Et Fabien Maman le fait pour les solstices, pour les lunes, pour n'importe quelle date peut être mise en musique. Bien sûr. En fait. Et donc, du coup, nous permettre de rentrer dans ces vibrations-là et de travailler avec en conscience. Voilà. Et donc, moi, j'ai exploré ça, j'ai créé un soin par rapport à ça, en me basant sur ses connaissances à lui et sa méthode, avec les bols tibétains. Lui le fait principalement au piano. Moi, je le fais avec les bols tibétains pour avoir cette vibration. Donc, le bol tibétain, voilà, c'est cet instrument-là, comme ça. Qui a la particularité de vibrer, d'émettre des ondes alpha. L'onde alpha, c'est l'onde de méditation. C'est ça. Voilà. De repos, et le cerveau, dès qu'il l'entend, il se cale dessus, en fait. Et donc, il va se positionner en mode relaxation. Voilà. Et les instruments vibratoires comme les bols tibétains, ils émettent pas qu'une fréquence. Ils émettent une harmonique comme un piano, comme une guitare, comme tous les instruments acoustiques. En fait, il n'y a jamais une note pure. Il y a toujours des harmoniques derrière qui se jouent et qui créent l'équilibre et qui permettent de se recentrer, en fait. Merveilleux. Et là où, aujourd'hui, la science crée des appareils qui nous balancent des sons purs parce qu'il y en a qui ont déterminé que telle fréquence, elle fait tel bénéfice. On va écouter cette fréquence en continu, en ligne pure. Alors que c'est pas comme ça. Ça va avoir un effet, forcément. Oui. Mais c'est pas le meilleur des effets, en fait. Pas du sur-mesure. Non, parce que là, on est dans de la perfection. Oui. Et c'est l'harmonie. Oui. Qui ramène, en fait, les choses il manque, à leur en fait. place. Le son continu il manque la vie. D'ailleurs, la vie, c'est comme ça. Heureusement, quand le cœur va... Bip, bip, bip. Il manque la vie, ça c'est la mort. Okay. Voilà, donc ça sert à rien d'acheter ces appareils qui coûtent une fortune. C'est ça, très bien. Acheter un bol tibétain. Voilà. Ou une guitare ou une harpe. Voilà, pour faire différentes harmonies. Voilà. Ou les tangpan aussi, là. Les handpan, même une flûte, les flûtes amérindiennes, il y en a qui sont en gamme pentatonique et du coup, même si on ne sait pas lire une partition, quoi qu'on joue, c'est joli en fait. L'harmonie est déjà... Si ça peut vous donner envie de d'utiliser un instrument de musique. Mais c'est ça qui est fabuleux en fait, c'est qu'il y a plein d'instruments qui existent, qui peuvent faire du bien et où on peut être purement dans l'intuitif, où on n'a pas d'obligation d'avoir des bases. Passer par le solfège. Même si c'est hyper intéressant et que moi j'adore le solfège. Oui, après voilà, ça reste... Et donc j'ai bien retenu que c'était très mathématique. Mazette. Bon, on pourrait en discuter encore longtemps. Donc, très clairement, tu as ton espace de soins. J'ai mis en description de cette vidéo l'adresse de Nature et Volupté. Très bien. Voilà, Merci. donc j'ai mis aussi pour te contacter ton Instagram. Merci beaucoup. Voilà, donc les gens pourront te contacter pour un soin. Nature et Volupté, donc un espace où il se passe plein de choses, des conférences, la journée des thérapeutes à laquelle j'avais assisté. Et effectivement, c'est une opportunité de rencontrer plein de techniques, en fait. C'est une journée que j'avais imaginée avec une amie, où en fait, c'est un salon inversé. On met en place un dispositif avec 7 thérapeutes différents, complémentaires forcément. Voilà. Et les participants payent un forfait
Et ils ont les 7 thérapeutes inclus dans ce forfait. Voilà. Donc, ils choisissent matin ou après-midi. Ouais. Et ils ont des soins découvertes entre 20 et 30 minutes avec chaque personne. Et donc, comme ça, il n'y a pas en fait de je choisis avec qui je vais. Non. Il y a vraiment un package qui fait que... Je prends, j'ai un soin avec chaque personne. Complètement, avec un petit budget qui est de 38 € pour la demi-journée, pour les 7 soins, et qui comprend aussi du thé à volonté et des petits gâteaux que je fais. Fait maison. Voilà. Et en fait, en faisant cette formule-là, ça permet que tous les thérapeutes ont une chance de montrer ce qu'ils peuvent apporter. Oui. Quelle que soit leur technique, quelle que soit leur pratique, parce que finalement, quand on observe sur les salons bien-être, les gens, ils vont d'abord voir la médiumnité parce que ça fascine et ça apporte des réponses directes. Et après, comme leur budget est limité, ils vont pas aller voir beaucoup de monde derrière. Ça ne crée pas d'espace pour aller être curieux d'autres choses. Financièrement, on peut pas tout faire. C'est ça. Donc, si on veut s'acheter une pierre, si on veut s'acheter un petit truc, on peut pas aller voir un autre thérapeute derrière. Alors que là, avec ce petit forfait, on voit tout le monde et on peut comprendre et voir ce que chaque pratique peut nous apporter. C'est ça. Et finalement, comme tout est vibratoire, sur la demi-journée... Ça crée un égrégore, je vous dis pas. Oui. Même les thérapeutes en prennent plein. Enfin, en tout cas, ça... C'est impressionnant parce que du coup, chacun sans se concerter, tous les thérapeutes vont ressentir la problématique du moment que le corps exprime et vont l'interpréter avec leurs outils, avec leur regard. Voilà. Et donc, la personne qui voit ces 7 thérapeutes à la suite va avoir finalement un angle de vue et un aperçu global de qu'est-ce qui pose problème et de pourquoi ça pose problème. Et après, la personne peut choisir, parce qu'il est bien entendu que ce n'est pas une expérience de découverte qu'on solutionne tout. Il va y avoir des conscientisations, des déblocages. Et derrière, on peut comprendre et ressentir avec quel outil je vais me libérer. C'est ça, je peux effectivement me sentir plus à même de vouloir me libérer et tout ça. Ouais, ça c'est vraiment une très très belle journée, effectivement. Donc pareil, pour pouvoir assister à cette journée, j'ai mis en descriptif, voilà, les personnes peuvent te oui, joindre. Oui, c'est une journée que j'organise tous les 2 mois et demi environ. Voilà. Je fais tourner les thérapeutes pour que justement... Il y a une grande variété, voilà, c'est ça. Que ça soit pas toujours les mêmes qui sont mis en valeur, puisque le but c'est de faire rencontrer un maximum de personnes. De personnes, de techniques. Que je connais. Bien sûr, voilà, c'est ça. Voilà, dont je connais les compétences. Et voilà, la prochaine, c'est le 25 janvier. C'est toujours un dimanche. Voilà, ce sont les dimanches. Alors, je t'avais effectivement demandé de me dire un peu quelles étaient les lectures qui t'avaient un peu marqué et tout ça. Donc, tu m'as parlé de Toutes tes vibrations. Oui. Donc ça fait partie des lectures intéressantes. Donc, c'est François-Marie Dru, voilà, qui vient expliquer que tout est vibration. J'en ai profité, alors tu m'en as donné d'autres, mais comme j'avais les livres avec moi, je les ai pris. Et puis, tu m'as parlé aussi de Yann Lipnik. Oui. Voilà, Connais-toi toi-même. Il y a toute une trilogie de cette série. Et c'est vrai que c'est intéressant quand on pratique le soin énergétique de voir ce que d'autres perçoivent. Oui. Et de comprendre du coup pourquoi je perçois ça, comment ça fonctionne. C'est ça. Et voilà, de se baser sur les expériences des autres. Voilà, et de mettre un peu de théorie sur des choses que tu as perçues et reçues. Ouais. Et finalement, ça permet aussi de faire des liens parce que quand on travaille avec de l'énergie, c'est pas anodin. Voilà, on modifie quand même des choses chez les gens. Et moi, j'ai besoin de savoir ce que je fais, de comprendre et d'être sûre que je fais pas n'importe quoi. Bien sûr. Tout ce que je fais, je l'ai testé sur moi avant de le faire sur les autres. Voilà. Voilà. C'est une bonne façon de vérifier. Et comme toutes les vibrations, forcément, c'est parce que moi, j'ai transcendé l'expérience que je peux aider l'autre à le faire et que du coup, j'attire les personnes qui ont besoin de le faire. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, parce que l'univers a compris que je pouvais le faire. Donc. Voilà, c'est ça. Comme toutes les vibrations, ça attire. Donc voilà. Et en fin de compte, voilà, de comprendre les méridiens, de comprendre les chakras, qu'est-ce qu'ils génèrent, qu'est-ce qui se passe quand ils ne fonctionnent pas correctement. C'est ça, quand c'est bloqué. Voilà. Ouais. Et il n'y a rien qui est anodin, en fait. Et tout a un lien. Oui. Voilà, le corps, il exprime des choses et tout est relié. Les zones où on a mal, les émotions, les blocages, les mémoires, tout est relié. Donc, on ne peut pas prendre les choses indépendamment les unes des autres, en fait. Et
c'est primordial de comprendre ça et de tout prendre en compte, en fait, la multidimensionnalité de l'être. Oui, magnifique. Sur cette belle conclusion, merci beaucoup. Pour finir, ton petit gimmick, ton petit mantra, je l'aime bien parce que il nous relie aussi. Tout est possible. Formidable. Donc, sur ces bonnes paroles, nous allons donc en terminer là. Merci beaucoup, Audrey. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. J'espère que ça te donnera envie d'aller faire l'expérience d'un soin sonore, d'un bain sonore individuel. Il y a aussi en groupe et en collectif et tout ça. Voilà. Et merci beaucoup. Avec plaisir. Merci et on se voit pour la prochaine conversation. À très bientôt. Merci, Patrick. Merci. Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info.